C'est dans ce sens que la Constitution du 18 février a été adoptée, dans le contexte aussi que nous connaissons où chacun avait un morceau de territoire qu'il a utilisé comme mécanisme de chantage pour que ceux qu'il souhaitait voir être intégrés dans la Constitution le soient. Ainsi donc, en voulant éviter par exemple l'impunité, les belligérants, ceux qui avaient les armes en main, se sont rassurés. Voilà, la désacralisation d'un texte qui est le pacte social devient une source de crise. C'est pourquoi les constitutions de stabilité sont celles qui se donnent facilement ou qui s'adonnent facilement à l'exercice de révision. L'une d'entre elles que nous avons imitée en grande partie, la Constitution française, en est à sa 26e révision. Et c'est accepté parce que c'est la meilleure façon de respecter une Constitution. Mais ici, voici ce que notre Constitution consacre. Lorsque on insère en son article 220, on vous dit la forme républicaine de l'État, la durée et le nombre de mandats du président de la République, les questions relatives aux droits de l'homme, les questions touchant les provinces et les entités territoriales décentralisées ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. C'est anodin. Tout ce qu'on observe, c'est l'article 220. Mais ce n'est pas l'article 220 qui refuse sa révision. C'est plutôt une affaire de 90% d'articles de la Constitution qui refusent les révisions. Quelle est cette Constitution qui devait se doter pour l'objectif de dire qu'on échange? Elle ne peut pas prévoir son changement. Mais le changement de la Constitution, il est inhérent à l'existence d'un pouvoir souverain de son établissement. Lorsque la Constitution vous dit en son article 5 que la souveraineté appartient au peuple, la souveraineté c'est quoi? Il y a à côté de nous un maître en pensée, un maître du droit ici, un grand positiviste. La souveraineté, même si lui l'a dit, que ce n'est ni le pouvoir à tout faire, ni le pouvoir à tout refuser, mais c'est cette autonomie et cette exclusivité d'agir sur ce qui lui appartient comme compétence. Et le peuple qui a cette souveraineté, en vertu de cet article 5 de la Constitution, vous et moi, vous êtes qui pour lui demander de ne pas distribuer la Constitution, de ne pas la changer? Nous ont déterminé en ce moment précis où s'est vissée la guerre dans notre pays à dire que nous devons nous doter d'une nouvelle Constitution. C'est dans ce sens que la Constitution du 18 février a été adoptée, dans le contexte aussi que nous connaissons où chacun avait un morceau de territoire qu'il a utilisé comme mécanisme de chantage pour que ceux qu'il souhaitait voir être intégrés dans la Constitution le soient. Ainsi donc, en voulant éviter par exemple l'impunité, les belligérants, ceux qui avaient les armes en main, se sont rassurés qu'après avoir commis autant de crimes, ils gouverneraient et sortiraient tranquillement, sans être inquiétés, une façon de plus de berner la justice qu'on voulait plutôt renforcer. Alors, depuis sa mise en place, l'objectif principal, j'insiste, les mobiles principaux pour lesquels la Constitution a été mise en place, c'était la paix et la conjuration de la pratique de conquête du pouvoir par les armes. Et l'on constate fort malheureusement que de son adoption jusqu'à aujourd'hui, en aucune période, pas un seul jour ne s'est passé sans qu'il y ait au Congo une personne qui se soulève pour tenter de prendre le pouvoir par les armes. Ce qui signifie que cet objectif a été radicalement un échec. Et donc, la Constitution faite pour garantir la paix et l'intégrité du territoire n'a pas pu atteindre cet objectif de son adoption, je dis bien jusqu'à aujourd'hui, parce que nous avons été toujours confrontés à ces tentatives, RCDM 23, tous les mouvements que nous connaissons là, qui sont des essais, des tentatives pour les uns et les autres de conquérir le pouvoir par les armes. En ce qui concerne les droits humains, nous avons ici, par exemple, constaté que la plupart des droits consacrés par cette Constitution ont été de l'une ou de l'autre manière bafoués. Nous avons vu que le droit, par exemple, à l'enseignement qui aujourd'hui est pratiqué comme droit au diplôme, et la gratuité, l'accès
l'enseignement gratuit obligatoire ont eu des peines à être appliquées. Il y a la stabilité des institutions. La Constitution elle-même prévoyant de mécanismes d'assurance qui stabiliseraient les institutions, notamment en s'assurant des principes du constitutionnalisme moderne, la limitation du pouvoir, la séparation du pouvoir et le respect des droits de l'homme, a vu naître des interférences très inquiétantes entre les principaux pouvoirs au niveau central, mais aussi des interférences stabilisatrices entre l'État central et les provinces, avec notamment des mécanismes de collaboration avec les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux, mais aussi avec les mécanismes de répartition des richesses tels que déterminés par la Constitution entre l'assiette fiscale provinciale et l'assiette fiscale nationale. Le principe, par exemple, de retenir à la source et le transfèrement de charges aux provinces n'ont pu être respectés parce qu'on a constaté que c'était tout simplement difficile que cela soit respecté. Et la décentralisation elle-même qui peine, jusque-là parce que la première élection de cette décentralisation n'ayant été organisée qu'au troisième cycle électoral, et à ce jour, les pouvoirs sacralisés de provinces, cette fois-là régionalisées, des entités territoriales décentralisées, qui aussi ont été verrouillées par le fameux article 220, et se sont vus émoussés par des interférences perpétuelles, soit de la justice qui a implosé le système d'immunité des actes d'assemblée, par exemple, soit par le gouvernement central. On a vu les assemblées provinciales être fermées par décision du ministre de l'Intérieur. Et ça, nous l'avons vécu de manière aussi récurrente, qui détermine que la Constitution n'a pas été du tout respectée en cette matière-là. Mais aussi, c'est aujourd'hui que nous déplorons que ceux qui siègent au Sénat, par exemple, de la République démocratique du Congo, ne sont pas naturellement des personnes qui devaient siéger au Sénat, parce que les mécanismes de conquête d'un siège au sénatorial, nous le savons, c'est généralement ce braquage financier qui passe par un marchandage, bien un bargaining de députés provinciaux qui finissent par installer dans les institutions de décision nationale comme le Sénat des personnes qui n'en ont pas vocation, qui n'ont pas été réellement désignées. Encore que ces institutions fondées sur, par exemple, des relations partisanes, ont vu les partis politiques perdre leur rôle d'encadrement des élus, et que les indépendants aujourd'hui sont librement élus sénateurs là où ils n'ont récolté aucun député, c'est-à-dire contournant malencontreusement la volonté du peuple souverain qui les a élus. Et pour tout ceci, on n'a pas suffisamment de temps, et tant d'autres raisons. Il y a eu des débats de savoir s'il était nécessaire de réviser ou tout simplement de remplacer cette constitution. Je pars du premier postulat, la proposition de révision. Ça a été plus ou moins accepté par tout le monde, parce qu'il y en a eu une en 2011 qui a pris un certain nombre de mesures auxquelles, par exemple, on ne s'attendait pas, notamment le fait que déjà l'article 220 qui verrouille tout un tas d'articles de la Constitution a été touché lorsqu'on a permis, par exemple, que le chef de l'État s'arroge le pouvoir de révoquer le gouverneur de province, et que le parquet qui, au début, était affilié à la justice et bénéficiant de l'indépendance reconnue à l'institution judiciaire, a été à nouveau rattaché à l'exécutif et devenant ainsi son bras séculier. Ça s'est fait ailleurs, ce n'est pas un problème, mais c'est une réalité que nous avons vécue. Et dès lors, lorsqu'on demande s'il est possible de réviser cette constitution, nous assistons à des résistances, ce qui est normal par ailleurs, parce que tout le monde peut avoir un point de vue là-dessus. Mais moi, je peux poser la question de savoir ici, est-ce qu'il y a meilleure façon de respecter une constitution que sa révision? Donc, la meilleure façon de respecter une constitution d'un pays, c'est la réviser. Parce que lorsqu'on ne révise pas la constitution, alors qu'il y a des instincts réels, qui soient politiciens ou d'intérêt communautaire, qui s'élèvent contre certaines dispositions de la Constitution, on se retrouve dans une situation où l'on vit avec une Constitution pleine d'articles d'ornement qui ne peuvent plus faire l'objet de leur respect. Et cette fois-là, la désacralisation d'un texte qui est le pacte social
devient une source de crise. C'est pourquoi les constitutions de stabilité sont celles qui se donnent facilement ou qui s'adonnent facilement à l'exercice de révision. L'une d'entre elles que nous avons imitée en grande partie, la Constitution française, en est à sa 26e révision. Et c'est accepté parce que c'est la meilleure façon de respecter une Constitution. Mais ici, voici ce que notre Constitution consacre. Lorsque on insère en son article 220, on vous dit la forme républicaine de l'État, la durée et le nombre de mandats du président de la République, les questions relatives aux droits de l'homme, les questions touchant les provinces et les entités territoriales décentralisées ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. C'est anodin. Tout ce qu'on observe, c'est l'article 220. Mais ce n'est pas l'article 220 qui refuse sa révision. C'est plutôt une affaire de 90% d'articles de la Constitution qui refusent les révisions. Comment dès lors on vivrait avec une Constitution où, de l'article 1er à l'article 10, c'est la forme républicaine de l'État et tout ce qu'on sait qui n'est pas révisable. De l'article 11 à l'article 61, c'est les droits de l'homme qui ne sont pas révisables. Lorsque vous prenez la suite, c'est la durée, le nombre de mandats du président de la République qui ne sont pas révisables. Ça vous donne en somme une affaire de 80% de cette Constitution qui ne sont pas révisables. Et pourtant, nous nous retrouvons devant ces exigences telles qu'il faut améliorer le système électoral, notamment au niveau des institutions provinciales, des assemblées provinciales, en donnant par exemple la possibilité que des sénateurs véritablement élus, issus de la volonté du peuple siègent au Sénat. Il y a ce besoin que l'honorable Delis Sesanga a notamment exprimé pendant sa campagne présidentielle, de resserrer la décentralisation, c'est-à-dire de la ramener aujourd'hui du secteur qui est l'entité décentralisée de base au territoire par exemple, qui aujourd'hui est une entité déconcentrée. Ça signifie que c'est une révision qui dépouillerait le secteur de ses pouvoirs aussi verrouillé par l'article 220 de la Constitution. Tout ça, ça pose problème alors que ces articles refusent les révisions. Ce qui invite à la raison d'ailleurs, avec toute rationalité, le débat de changement de la Constitution. Parce qu'on ne peut pas réviser des articles qui touchent aux droits de l'homme, c'est de l'article 11 à l'article 61, on ne peut pas les réviser. Et lorsque les nouveaux droits de l'homme naîtraient, qui viendraient contredire les droits de l'homme existants, la Constitution va dire on ne me révise pas. Voilà qui justifie aujourd'hui que pour une Constitution à 70% qui refuse sa révision, qu'on pense exactement à son remplacement. À partir du moment que j'ai donné l'exemple ici de la Constitution française qui ouvre la possibilité que la femme dispose de son corps. Si l'un de ces droits de l'homme, c'est de considérer l'avortement comme atteinte au droit à la vie, imaginons que l'on évolue dans la démarche où la femme aurait le droit de disposer de son corps. Devons-nous conserver cette constitution en tant que telle alors qu'un article qui fâche autant refuse d'être révisé ou nous devons la changer? C'est là que nous pensons aujourd'hui que manifester contre la révision de la Constitution est antidémocratique. Et c'est une violation de la Constitution. Parce qu'elle-même a demandé qu'on la révise. Et lorsqu'on la révise, on l'applique. C'est lui qui manifeste parce qu'on applique la Constitution. On s'adresse au président de la CNDH. Monsieur le président de la CNDH, lorsqu'on lit l'article 4 de la loi qui organise votre structure, cet article dispose que la CNDH, est un organisme technique et consultatif chargé de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Elle veille au respect des droits de l'homme et des mécanismes de garantie des libertés fondamentales. Il y a de cela 2 semaines, les 2 ministres, celui de la Justice et de l'Intérieur, ont lancé consécutivement 2 opérations. L'opération Kinshasa 0 pour l'un et l'opération 2 pour l'autre. Ces 2 opérations visent
Les deux opérations visent à traquer les délinquants et confier avec les coups-là, les juger, prononcer une peine, prévoir la peine de monstruosité par l'un des ministres et les exécuter. En tant que défenseur des droits de l'homme, j'aimerais savoir la lecture que vous faites de ces deux opérations lancées par les deux ministres. Pour les conférenciers, d'abord à la BNM, vous avez dit, si je vous ai bien compris, vous avez distingué quelques écoles en rapport avec les droits humains, l'école libérale, marxiste et puis la tradition catholique. Alors, dans ma compréhension, je trouve que l'école libérale donne des bénéficiaires donc, des droits humains, l'école marxiste donne les contenus, notamment les droits sociaux de l'économie, et puis la tradition catholique fixe les cadres ou les contextes. Alors, il me semble que lorsqu'on parle des droits humains, on doit prendre en compte les trois aspects. Sinon, lorsqu'on s'arrête seulement à un aspect, que ce soit l'aspect des droits sociaux, ou l'aspect des bénéficiaires, ou les contextes, on reste incomplet. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est la première question. Alors, je m'adresse également au président du CNDH. Alors, la professeure Arlette a dit tout à l'heure qu'il y a un manque de politique publique en matière de droits humains. Alors, ma question, c'est quel est votre rapport par rapport à cette problématique? Ça, c'est une question. Une autre question. Que faites-vous concrètement pour les individus par rapport aux droits sociaux et économiques, par rapport au respect des libertés individuelles? Parce que je trouve que vous êtes plus dans l'administration que sur le terrain. Vous dites? Oui, chuter. Chuter, oui, juste alors la dernière. Vous avez la collaboration entre vous et les associations. Comment se passe cette collaboration? Merci. Donc, moi, je ne crois pas que ce soit ça la tentation. Alors, je commence par la préoccupation du professeur Trésor. Effectivement, en parlant ici, je savais que dans la salle, quelqu'un se leverait avec une telle interprétation de mon propos, ce que je n'ai pas dit. À ce qui nous est commun, moi je suis un sociologue, je suis rigoureux aussi dans l'emploi du langage et l'utilisation de la méthodologie du débat. Je n'ai pas dit que la Constitution interdit la modification des articles sur les droits de l'homme. Et pour illustrer mon propos, j'ai donné un exemple comme enseignant. En parlant de l'avortement, j'ai donné un exemple pour vous montrer que c'était la réduction. Et je suis assez intéressé au débat sur les droits de l'homme et leur caractère relatif. Donc, je n'ai pas dit, professeur, ce que vous avez dit, et je n'ai pas compris que la méthode catégorique utilisée vient d'un enseignant, alors même que vous me prêtiez des propos que vous pouvez revoir ici parce que j'ai donné des exemples. Donc, lorsque j'ai dit que 90%, ça peut être une exagération, mais pour montrer, bien évidemment, la quantité d'articles verrouillés dans la Constitution, le professeur Mampouya l'a reconnu ici, lorsqu'il dit, comme moi d'ailleurs, qu'en 2011, on a violé l'article 220, parce que en conférant au chef de l'État le pouvoir de révoquer le gouverneur, même si sur le plan légistique, moi je suis partisan du principe que le chef de l'État doit révoquer le gouverneur. Pour quelle raison? Je vais expliquer. Première raison, alors qu'on a régionalisé les provinces, mais la Constitution avait quand même permis au chef de l'État d'être celui qui investit le gouverneur.
ça ne peut pas être sans conséquence, alors qu'il le fait par voie d'acte réglementaire, une ordonnance. Ça ne peut pas être sans conséquence. En tout cas, en droit administratif, ça ne peut pas être sans conséquence. Deuxième raison, on ne peut pas s'imaginer qu'en 2008 plutôt, on adopte la loi sur la libre administration des provinces. On fait du gouverneur un haut fonctionnaire de la République et on lui confère la qualité d'entité ou de service décentralisé de l'État central parce qu'on lui donne de gérer le patrimoine de l'État central en province et d'être le chef de tous les services centraux installés en province. Ça ne peut pas être sans conséquence. Et en cette qualité, le gouverneur reçoit les dotations de l'État central qu'il ne doit pas justifier devant l'Assemblée provinciale, mais plutôt devant l'État central. C'est là qu'avant d'engager ce débat, il faut définir le gouverneur en ses doubles facettes ou en sa double facette. D'abord, il est l'élu provincial parce que habilité, appelé à gérer le patrimoine exclusif et une partie du patrimoine concurrent de l'État provincial, ce qui fait de lui un membre de l'institution gouvernement provincial. Il n'est pas un petit chef d'État en province. Sa deuxième facette, c'est ce haut fonctionnaire. Parce que là, ce n'est pas le gouverneur agissant comme gouvernement provincial, c'est le gouverneur agissant comme individu ayant reçu mandat de l'État central de gérer une partie de son patrimoine en province. Et cela, je dis bien, ça doit avoir des conséquences, la possibilité d'être censuré par le gouvernement central. Et conséquence, nous sommes obligés de toucher à un article sanctuarisé, celui qui empêchait que l'on réduise les pouvoirs de province et des entités territoriales décentralisées. Professeur Trésor, quel pouvoir est réduit ici? Je n'ai pas dit qu'on modifie, qu'on réduise. On a réduit le pouvoir de l'Assemblée provinciale, son monopole qu'il avait à désigner et à démettre le gouverneur. Et donc, on a modifié l'article 220 de la Constitution. Je crois que ça ne fait aucun débat. Sur cette question précise, le droit, nous l'avons appris ensemble. On nous a dit aussi qu'il n'était que ce que le juge en dit. Parce que dire qu'on veut modifier la Constitution, on veut changer la Constitution parce que les hommes ont violé la Constitution, ce n'est pas du tout vrai. Je viens de vous donner le premier exemple de province ici, on peut en donner d'autres qui peuvent même aller jusqu'à 1000. Mais ici, c'est de dire, par exemple, la durée et le nombre de mandats du président de la République. On en a déjà connu une modification parce qu'en 2016, nous n'avons pas eu des élections et que nous avons eu un forum extra-constitutionnel qui a modifié la durée du mandat du président de la République et lui a ajouté 2 ans. Il a continué de poser des actes de disposition comme président de la République. Mais comme si ça ne suffit pas, la Cour constitutionnelle, qui est l'interprète attitré de cette Constitution, elle ajoute, lorsqu'il a terminé son mandat et que les élections ne sont pas respectées, sans déterminer les mobiles qui feraient qu'on n'organise pas les élections, le président reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Et cette installation, la Cour n'a pas dit qu'elle intervient dans combien de temps, parce qu'on constate seulement que c'était dans le contexte de la non-organisation des élections. Et c'était pour 2 ans, et c'était pour 3 ans, et c'était pour 1 année. Tout ça, c'est des problèmes qui doivent être observés avec responsabilité. Nous sommes des scientifiques, parce qu'on fétichise des débats qui n'ont pas raison d'être fétichisés. Et aujourd'hui, l'honorable Dely a dit qu'il voulait parler de ça lui-même. Bien évidemment, en le prenant en illustration, je voulais exactement montrer que les vœux, qui sont parfois déliés de toute ambition de pouvoir par le chef de l'État ou les pouvoirs au niveau du sommet, il a proposé qu'on resserre la décentralisation, c'est-à-dire qu'on la transpose du secteur aujourd'hui au territoire. Avec raison, je partage ce vœu-là, parce que je ne vois pas le secteur actuel avoir une assiette capable d'assumer la décentralisation.
Mais lorsqu'on le fait, c'est-à-dire qu'on réduira les pouvoirs du secteur pour les confier à une autre entité qui aujourd'hui n'est pas décentralisée, elle est déconcentrée, c'est-à-dire qu'on va réduire les pouvoirs des entités décentralisées. Et donc, on aura touché l'article 220. Ce n'est pas parce qu'on ne respecte pas la Constitution qu'on va y toucher. Nous sommes d'accord, nous tous ici, et personne ne l'ignore, qu'un poste de sénateur, une voix aux élections sénatoriales, se négocie jusqu'à 150 000 $. Bon, c'est quelle démocratie ça? C'est quelle démocratie? Et lorsqu'on voudra par exemple dire, j'entends des propositions, il faut que les sénateurs soient élus au suffrage universel direct. Il y en a qui sont opposés au changement de la Constitution, mais qui vous disent, bon, il faut que le gouverneur soit élu au suffrage universel direct. On va le faire comment? Si on ne change pas la Constitution, parce que ces articles sont aussi verrouillés. Lorsque vous voudrez que le gouverneur soit élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire que vous réduisez les pouvoirs de l'Assemblée provinciale. Et comment on peut le faire si on ne change pas la Constitution? Et ces articles, je peux les compter par centaines pour vous dire que le 220, il en verrouille autant et que autant là, ce ne sont pas des articles qui protègent un fonctionnement harmonieux de nos institutions, surtout au niveau des entités de base. Et l'exemple de gouverneur que je viens de donner ici est éloquent. Qui organise les élections des sénateurs aujourd'hui? C'est la CENI, une institution du pouvoir central, mais qui régente le comportement d'une institution affranchie de toute collaboration institutionnelle avec le pouvoir central de l'Assemblée provinciale. C'est déjà un souci. Et on ne peut pas penser que cela est modifiable, alors que le modifier changerait exactement l'esprit de l'article 220, ça pose problème. Donc, la Cour constitutionnelle, ça ce n'est pas le vouloir du pouvoir. Nous nous sommes habitués, moi j'ai presté comme avocat dans la fameuse affaire Bukangalonzo. La Cour a interprété audacieusement les articles 164 et 167. Elle a précisé qu'un ancien Premier ministre qui a exercé ne peut pas être jugé par la Cour constitutionnelle après l'exercice de ses fonctions, alors que les infractions qu'il aura commises en l'exercice de ses fonctions sont exactement des infractions qualifiées comme infractions politiques qui sont de la seule compétence de la Cour constitutionnelle. Et donc, la Cour a consacré l'impunité, l'une des choses pour lesquelles nous avons effectivement accepté de nous doter de cette Constitution. Aujourd'hui, c'est lui qui gérera le pays comme Premier ministre, parce que Matata, on lui reproche d'avoir détourné 280 millions de $. C'est que moi, je n'ai pas vérifié, il y a un procès. Mais 280, 50, en quoi c'est différent de 1 milliard de $? En quoi c'est différent de 16 milliards? Ça signifie que le Premier ministre qui exercera, il peut puiser dans la caisse de l'État comme il voudra bien et décider de démissionner, il devient un ancien Premier ministre. On dit, écoutez, il n'a pas de juge dans ce pays-là. Ça, c'est dit par la Cour constitutionnelle. Et donc, on ne peut pas modifier ça parce que cette Constitution, c'est une Bible. Les scientifiques ne peuvent pas réfléchir de cette manière-là. Lorsque vous prenez aujourd'hui, la Cour de cassation s'est prononcée dans l'affaire Matata. Elle a saisi la Cour constitutionnelle. On dit en interprétation. On lit la Constitution, elle n'est pas parmi les institutions pouvant saisir la Cour constitutionnelle en interprétation. Mais qu'est-ce que la Cour constitutionnelle a dit? Elle a censuré l'arrêt de la Cour de cassation et désormais elle s'est dotée du pouvoir de censurer les arrêts du Conseil d'État, y compris les arrêts en appel du Conseil d'État, en rétablissant les gouverneurs, en réformant les arrêts du Conseil d'État. C'est que l'on ne retrouve nulle part dans le titre 4 qui consacre les compétences de la Cour constitutionnelle. Et tout ça, on va dire que c'est pour le pouvoir qu'on veut réviser une constitution. Il y a disharmonie dans le fonctionnement des institutions, dont les institutions judiciaires. Je vais finir par là. La question de procédure, la deuxième qu'on m'a posée, j'entends aussi dire ça, ce qui est prévu par la Constitution, c'est la révision
le changement n'est pas prévu. Mais effectivement, quelle est cette constitution qui devait se doter pour objectif de dire qu'on échange? Elle ne peut pas prévoir son changement. Mais le changement de la Constitution, il est inhérent à l'existence d'un pouvoir souverain de son établissement. Lorsque la Constitution vous dit en son article 5 que la souveraineté appartient au peuple, la souveraineté c'est quoi? Il y a à côté de nous un maître en pensée, un maître du droit ici, un grand positiviste. La souveraineté, même si lui l'a dit, que ce n'est ni le pouvoir à tout faire, ni le pouvoir à tout refuser, mais c'est cette autonomie et cette exclusivité d'agir sur ce qui lui appartient comme compétence. Et le peuple qui a cette souveraineté, en vertu de cet article 5 de la Constitution, vous et moi, vous êtes qui pour lui demander de ne pas réviser la Constitution, de ne pas la changer? Il est souverain. J'ai noté qu'il n'y a pas meilleur respect d'une constitution que sa révision. C'est lorsqu'on révise une constitution qu'on la respecte. Si un pouvoir refuse de réviser une constitution, c'est qu'il a décidé de ne pas la respecter. Parce qu'au finish, on assiste quoi? À des articles somnolents, à des articles d'ornement, comme la retenue à la source. Qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui? Est-ce qu'on doit garder pendant 18 ans une constitution qui prévoit la retenue à la source de 40% des revenus à caractère national, en violant cet article qui existe, où on déciderait de modifier cette disposition-là pour carrément l'élaguer, parce qu'on n'arrive pas à l'appliquer? Ça devient une disposition d'ornement, mais pourquoi nous la gardons? Parce qu'exactement, il y a l'article 220. Est-ce que c'est sérieux pour un pays? J'imagine donc, comme je l'ai dit ici, que modifier la Constitution est constitutionnel et c'est aussi l'exercice d'un droit de l'homme. Changer la Constitution est constitutionnel. Manifester... Suivez-moi, soyons tolérants. Changer la changer la Constitution est constitutionnel. Mais je vous ai donné les dispositions. Changer la Constitution est constitutionnel. Qu'est-ce qui n'est pas constitutionnel? C'est ce que vous faites là. Ça, ce n'est pas constitutionnel. Parce que le refus manifester contre la révision constitutionnelle, ça c'est anticonstitutionnel. C'est une violation de la Constitution. Manifester contre le changement de la Constitution, c'est marcher sur un droit de l'homme. Le droit du peuple congolais à disposer de lui-même. Lorsque vous refusez de changer la Constitution, vous violez un droit de l'homme. Ce droit de peuple à disposer de lui-même. Voilà un peu les idées claires que nous avons.